toutes et bonjour à vous tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez depuis l'auditorium du Palais Bourbon, centre de congrès de Pau, pour cette troisième conférence de l'immobilier organisée, co-organisée par les trois quotidiens du Béarn en compagnie de très nombreux partenaires dont le nom et le logo vont s'afficher juste à côté de moi. Très heureux de vous retrouver donc. Nous avons parlé de l'attractivité de Pau et de son agglomération paloise depuis le début de la semaine dernière. Nous avons ouvert le sujet au Béarn en général en effleurant finalement des questions que nous allons retrouver aujourd'hui dans cette troisième et dernière table ronde qui vient en complément du supplément réalisé il y a une semaine maintenant, partagé au travers de plusieurs articles, enrichi par les comptes rendus des différentes tables rondes, que ce soit du côté du desk numérique de la République ou bien du côté du journal Sud-Ouest. Romain Belli, le groupe Sud-Ouest, une nouvelle fois au rendez-vous avec la régie d'ailleurs Sud-Ouest Publicité pour rassembler des partenaires qui ont quelque chose à dire, quelque chose à partager, un point de vue parfois original, on va le voir dans cette table ronde d'ailleurs, sur ces questions liées à l'immobilier. Ce n'est donc pas qu'un sujet entre guillemets marronnier que l'on retrouve tous les ans. Et puis vous savez, même les marronniers, on en a besoin en réalité, pas seulement pour remplir les journaux, mais parce que ça intéresse vraiment les gens. Si ça ne les intéressait pas, ils ne les liraient pas les marronniers, donc les journalistes ne les feraient pas. Vous voyez, pour revenir à ce... J'y réfléchirai au calme ce week-end, mais allez-y, vous verrez, vous aurez le temps de revoir oui, cette non, vidéo. Je comprends Eric, bien. Aucun problème. Cette conférence de l'immobilier, elle s'intéresse aux problèmes des gens, aux questions qui se posent sur l'achat, la vente de biens, et aussi sur les tendances du marché. Est-ce que, même sans acheter ou vendre, Eric, est-ce que votre bien aura toujours la même valeur dans 1 an, dans 10 ans? Tout ça, c'est des questions auxquelles tous les professionnels ont répondu dans notre supplément, dans les 2 tables rondes qui ont précédé la semaine dernière. Et je pense qu'aujourd'hui, on va peut-être faire un pas de côté avec Bruno en s'intéressant aux tendances transversales qu'on observe, comme vous l'avez dit, on les a un peu effleurées, et on va essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe au travers de ce marché. Parfait, Bruno Robali, merci. Vous qui avez été toujours dans une tendance au moins vestimentaire égale depuis que je vous connais, ça fait au moins 20 ans, c'est-à-dire le noir. Est-ce qu'il y a vraiment de nouvelles tendances en matière immobilière ? Alors ça, nous allons le voir avec nos invités, et nous l'avons vu lors des 2 premières conférences. Alors c'est vrai que nous, les journalistes, on est des observateurs, on vit aussi en Béarn, voire même dans l'hypercentre de Pau pour plusieurs d'entre nous. Et c'est vrai que ce rendez-vous des conférences de l'immobilier, tous les ans, est un rendez-vous important, un marqueur, et ça permet de voir justement au fil des ans l'évolution d'un marché. Et on a vu donc lors des 2 premières conférences qu'on est plutôt dans des spirale optimiste actuellement. Alors on a beaucoup parlé du marché du particulier, mais on va parler également dans cette conférence de l'immobilier professionnel. Lumna Louza est directrice de l'agence Pau-Pyrénées du groupe Essor. Vous allez prendre le micro ici même et présenter en quelques mots le groupe Essor, qui est un groupe qui, au fil des années, a pris de plus en plus d'ampleur. Au niveau local, il a longtemps été associé à la personnalité de David Pouyanné, et c'est toujours le cas évidemment, mais c'est un groupe qui aujourd'hui a un rayonnement bien plus large que le territoire du Béarn. Vous m'en dites un petit mot ? Alors, le groupe Essor, effectivement, a un ancrage historique sur ce territoire, à travers la personne de David Pouyanné. C'est surtout un groupe qui, comme son nom l'indique, a été dans un plein essor. Donc, on est parti d'une petite poignée de salariés. On est aujourd'hui 250 à l'échelle nationale, le siège de notre groupe étant Béarn. Alors, ça peut sembler très particulier, c'est atypique. Nous recevons l'ensemble des collaborateurs de notre groupe au siège. Donc ça contribue, je pense, de faire savoir où est Pau, où est le Béarn, en fait, à l'ensemble des collaborateurs qui sont à l'échelle nationale. En tout cas, le groupe Essor, c'est plusieurs métiers qui sont réunis. Donc on a des représentants de l'investissement, on a des représentants en fait, du développement, de la promotion de l'aménagement, on a de l'ingénierie, on a également de l'AMO et du conseil. Donc ce sont des gens qui sont spécialistes et qui en fait se réunissent et réunissent l'ensemble des synergies et des métiers du groupe pour pouvoir produire en fait de l'immobilier à destination essentiellement des professionnels. Aujourd'hui, le champ s'élargit et on en est bien heureux. Vous parlerez de quelques projets, j'imagine, tout à l'heure avec Bruno Robali ou avec Romain Belli, puisque certains sont très emblématiques. Nous n'en sommes pas là pour l'instant. L'Office 64 de l'habitat est représenté par son directeur, Thierry Monté. L'Office 64 de l'habitat, c'est, j'ai presque envie de dire, une sorte d'institution dans le paysage. C'est peut-être l'occasion de représenter en quelques chiffres.
clé ce que vous êtes aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc, l'Office 64, c'est une maison ancienne qui a déjà 70 ans. C'est le premier bailleur social du département des Pyrénées-Atlantiques. Donc, on est un satellite du conseil départemental. 12 000 logements, 2 tiers sont sur la partie basque du territoire, 1 tiers sur la partie béarnaise. On a cette force d'être présent dans presque 200 communes du département des Pyrénées-Atlantiques et on était jusqu'à l'année dernière encore sur un rythme de production d'environ 350 logements par an en locatif et en accession. Ce n'est pas rien, ce n'est pas peu de le dire. On a beaucoup parlé de l'attractivité de Pau et de son agglomération. C'est le directeur du service Habitat, Thomas Zellner, qui va poursuivre, j'imagine, autour de cet argumentaire après les précédentes tables rondes. En quelques mots, et ce n'est pas toujours simple finalement parfois de le résumer, c'est quoi un service Habitat pour une agglomération comme celle de Pau-Béarn-Pyrénées? Alors oui, la direction Habitat de l'agglomération, effectivement, elle a une posture d'aménageur du territoire, globalement. Son grand objectif, s'il fallait résumer, c'est que les gens vivent bien sur notre territoire. Globalement, c'est ça son objectif. Qu'ils vivent bien, c'est-à-dire les gens tous dans leurs différences, dans leurs différences de revenus, de métiers, dans leurs différences de représentation du territoire. Donc nous, on est là en tant que collectivité pour fixer un cap. Ce cap, c'est le programme local de l'habitat. Il fixe un certain nombre de points sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Et en fait, notre objectif, nous, c'est de veiller à la bonne cohérence de la production immobilière, que ce soit géographique, sur sa répartition territoriale, la bonne cohérence avec les autres politiques publiques, celle du développement économique, celle de la mobilité, bien évidemment. Donc on est là en fait pour fixer un cap et travailler bien évidemment en partenariat avec tous les gens qui sont autour de la table aujourd'hui. Au fil des ans, la communauté d'agglomération, comme d'autres d'ailleurs, a vu sa dimension s'accroître. Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a au sein d'une direction comme la vôtre encore plus d'arbitrage qu'hier ou encore plus de cohérence qu'hier? Vous prenez quoi? Je dirais un peu les deux, mon colonel. Il y a plus d'arbitrage, effectivement, parce qu'il y a des points qui sont complexes, notamment sur le domaine de la terre. Aujourd'hui, on a un PLU qui est un PLU hérité d'une époque pas si ancienne où on se pensait pas très attractif. Donc on a beaucoup ouvert. Et on en parlera. C'est vrai qu'on a besoin d'arbitrer aujourd'hui pour essayer de faire un peu attention à notre or, qui est notre terre, et pas trop se répandre. Et puis après, effectivement, il y a aussi des opportunités, de l'accompagnement, de l'ingénierie que l'on prodigue. Et aujourd'hui, on a une direction qui est de 30-35 personnes, et on a besoin de tout ce savoir-là, que ce soit sur les copropriétés, sur l'habitat privé ou public. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de métiers qui sont essentiels, et on en reparlera tout. Et puis enfin, pour terminer ce tour de table, nous avons le plaisir d'accueillir Hélène Krieger, qui est architecte d'intérieur. C'est le cabinet, l'agence ADK que vous représentez. Alors vous nous direz tout à l'heure, je sais que Bruno Robalet est très curieux de savoir ça, en quoi consiste vraiment votre métier d'architecte d'intérieur, mais présentez-nous avant cela en quelques mots l'agence et puis finalement votre regard sur l'évolution en général de ce que peut représenter pour les uns ou les autres l'habitat. Donc, ça marche. Bonjour à tous. Donc moi, j'ai créé l'agence ADK Architecte d'intérieur il y a maintenant 11 ans. Le métier d'architecture d'intérieur n'est pas forcément très bien connu dans ses détails, donc on en discutera tout à l'heure. Par contre, on a un gros essor, nous, au niveau de l'activité ces derniers temps, notamment au Covid, et aussi c'est un petit peu un métier, on va dire, à la mode, notamment avec toutes les émissions qu'on a à la télé. Donc on a pas mal de choses à faire dans divers domaines sur la partie rénovation immobilière. Et alors, est-ce que vous avez l'impression qu'on a des attentes différentes aujourd'hui de son habitat, de son chez-soi que l'on avait hier? Alors effectivement, il y a quand même quelques différences, quelques évolutions. On a quand même une bonne base sur l'ensemble des demandes de réaménagement des espaces, mais surtout beaucoup d'extensions avec la crise du Covid qui a fait évoluer le métier là, sur ces 2 dernières années. L'évolution, Bruno, ça fait partie des sujets que vous vouliez aborder. Je vous en prie. Oui, on en parlera un peu plus tard. Là, on a la chance d'avoir un observateur de ce qui se passe dans l'habitat, notamment sur l'agglo, mais je pense qu'il regarde également ce qui se passe ailleurs en Béarn. Lors des 2 premières tables rondes, on a beaucoup parlé de l'attractivité, mais on a une tendance qui se dessine aussi, qui est le report
que l'on voit peut-être du Pays Basque ou du Bordelais ou d'autres régions vers Pau. Est-ce que cette tendance-là, vous la sentez? Est-ce que vous voyez arriver sur l'agglomération peut-être des promoteurs un peu frustrés ailleurs, débarquer sur l'agglomération paloise? Thomas Zellner. Alors c'est clairement, je ne vais pas jouer le trouble fait en disant qu'on n'est pas si attractif que ça et que ça n'est que par effet de report, c'est pas du tout ça. Mais par contre, il faut quand même être humble et réaliste, effectivement. On est attractif, on est de plus en plus attractif. À un moment, même démographiquement, on avait plutôt tendance à perdre de la population, ça n'est plus vrai. Donc ça, ce sont des vrais points positifs. Par contre, c'est vrai qu'il y a aussi du report. L'agglomération bordelaise a changé de municipalité et puis a connu l'évolution de ses prix immobiliers que l'on connaît. Les prix ont explosé. Voilà, exactement. Les prix ont explosé. Toulouse a des problèmes réglementaires sur son PLU. La Côte Basque, on connaît effectivement la gamme de prix aujourd'hui qui est développée. Donc c'est vrai qu'il y a aussi sur cette grande zone sud-ouest un effet de report où on voit venir des opérateurs que l'on ne connaissait pas. On a toujours travaillé un petit peu avec les historiques d'ici, qu'ils soient privés ou bailleurs sociaux. C'est vrai qu'on les voit revenir. Donc nous, de manière un peu humble, bien évidemment, on est prêt à travailler avec tout le monde. Par contre, c'est ce que je disais en introduction, le rôle de la collectivité, c'est aussi d'être un petit peu raisonné et modéré dans son positionnement. On est attractif, c'est vrai. On redevient attractif, c'est vrai. Mais il faut éviter aussi l'effet d'emballement ou l'effet un peu de fantasme. Donc il y a aussi, grâce à ça, ça a été dit dans d'autres tables rondes, des gens qui viennent de plus loin et qui viennent réhabiter chez nous. Donc il y a aussi cet effet de report, y compris des clients et des habitants. Mais c'est vrai que dans la promotion immobilière, on le sent, c'est vrai, donc nous on doit y être vigilants. Thierry Monté, l'Office 64, c'est 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers au Pays Basque, 1 tiers en Béarn. Donc c'est pas mentir que de dire que vous avez plutôt le cœur au Pays Basque. Est-ce que vous voyez... Le siège de l'Office. Le cœur de l'Office. Est-ce que vous voyez, vous aussi, est-ce que vous l'observez, cet exode des Basques qui ont du mal à se loger, notamment sur la côte, mais pas seulement en plus, ça commence à grignoter un petit peu le Pays Basque intérieur. Cet exode des Basques vers le Béarn, est-ce que vous le constatez, même si c'est pas vraiment votre métier? Non, pas du tout. La demande de logement social sur le Pays Basque, en 18 mois, elle a augmenté de 15%. Sur ma partie béarnaise, elle est à peu près stable. Ce que je constate en Béarn, c'est que nous avons beaucoup moins de vacances que nous avions. Nous avions des zones comme Oloron ou Orthès où le taux de vacances était plus élevé. Alors il y a eu des efforts de réhabilitation, de rénovation, mais réellement, en commission d'attribution aujourd'hui, on a peu de défections sur les appartements, même dans ces secteurs. Ça veut dire qu'il y a plus de gens, qu'il y a une vraie attractivité. Tout à fait, tout à fait. On se permet moins de refuser l'attribution. Oui, justement, Thomas Zellner, je reviens vers vous. L'habitat, c'est aussi de vrais habitants, des occupants des logements. On va parler de Pau. La fin, par exemple, du dispositif Pinel écarte-t-il un peu une forme d'investissement locatif actuellement? Alors, je ne vais pas me faire que des amis, mais effectivement, vous l'avez vu dans le supplément, pour nous, la fin du Pinel, c'était plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'on est à peu près convaincu qu'on ne loge pas des gens dans des produits financiers, tout simplement. On loge des gens dans des vrais logements, des vrais habitats, en tenant compte surtout de la qualité d'usage, de la qualité de ce logement, de la qualité de la ville, et pas dans du livret d'épargne, pour le dire un peu grossièrement. Donc, par contre, il n'y a pas du tout la fin de l'investissement locatif et de l'attractivité sur ce plan-là pour la commune de Pau, puisqu'on peut quand même largement investir sur un autre biais, aidé par des dispositifs nationaux que l'on gère, nous, collectivités, et donc notamment l'investissement locatif à des fins plus sociales. Peut-être plus sociales, c'est vrai. Exactement, plus sociales, donc c'est-à-dire un investisseur s'engage à rénover un immeuble plutôt ancien, nous on est plutôt assez férus de l'ancien et plutôt centre-ville, on en reparlera. Il s'engage à rénover un bâtiment, à remettre des logements sur le marché, à des loyers plafonnés pendant un certain temps. Et à ce titre-là, il bénéficie d'une part de subventions sur son investissement et d'autre part de défiscalisation derrière sur les produits qu'il rentre. Donc c'est très intéressant pour lui en termes d'investissement financier et globalement pour la collectivité et pour reloger des gens qui s'étaient un peu éloignés de ces territoires de centre, c'est très intéressant aussi. Donc il reste de l'investissement locatif, c'est un petit peu différent que le Pinel par contre. Et notamment pour ouvrir peut-être à des logements pour les familles. Et notamment bien évidemment sur les familles. Les familles, on en parlera après, c'est plutôt sur le volet de l'accession, nous qu'on les attend un peu plus.
Mais évidemment, il y a aussi par le biais du locatif, bien sûr. Alors je me tourne vers Hélène Krieger. Donc, Éric Dornès a dit que j'étais très intéressé par votre activité parce que c'est vrai que vous êtes aussi une observatrice des changements des tendances. Et dans votre métier d'architecte d'intérieur, est-ce que vous voyez arriver des familles avec de besoins nouveaux dans leur logement? Ou est-ce que ça change aussi de votre côté? Alors, ce qui a changé de notre côté, c'est un petit peu les demandes. On a eu beaucoup de demandes d'extension, de rajout de pièces, de suite parentale. Tout simplement parce qu'avec le télétravail, du coup, beaucoup de gens travaillent à la maison, il manque un bureau. Donc voilà, pas mal de réaménagement d'espace dans ce sens-là. Sortir les enfants de la pièce où on travaille, peut-être? Voilà, aussi, et sortir l'ordinateur de la table de salle à manger aussi. D'accord. Ça peut servir. On va évoquer une autre tendance qu'on comprend à la lecture du supplément de la République des Pyrénées et Sud-Ouest. C'est que vos métiers, finalement, ils sont très éclectiques. Tous, dans les professions que vous menez, vous avez des rôles qui changent un petit peu. Je me tourne vers Lubna Louza. Je l'ai notamment vu avec Essor, parce que Essor, qu'on connaît pour l'immobilier d'entreprise et de bureaux, finalement, il fait un peu plus que ça aujourd'hui. Il y a une maison médicale qui se construit. Vous avez un projet sur le centre Bosquet qui ne parle pas seulement de logement ni de bureau. Il y a du loisir aussi. Votre métier, il change aussi. Alors, merci de reconnaître qu'effectivement, on fait beaucoup de choses, pas seulement du bureau. Le point commun que nous avons avec l'ensemble des personnes autour de la table, c'est que nous sommes aussi des observateurs. On considère qu'on est vraiment aux premières loges. Pourquoi? L'ancrage territorial de notre société nous permet d'analyser, d'avoir une très bonne connaissance, une connaissance plutôt fine en fait de ce marché. On est plutôt agile et ça nous permet aussi de proposer en fait des solutions. Donc on parle de constats, on capte des choses sur ce marché, on fait des constats et sur la base de ces constats, on va se retrouver à développer des projets. Notamment la maison médicale, par exemple. Alors, la maison médicale, c'est un constat très simple. Le constat, c'est qu'il y a une crise sanitaire. Cette crise sanitaire fait qu'il y a une émergence d'une pratique, le télétravail. Et donc, on se rend compte, nous, faiseurs de bureaux, mais comment on fait, en fait? Est-ce qu'on se dit, mais le télétravail va tuer notre métier? On n'a pas cette conviction-là. On se dit qu'on va continuer à être des faiseurs de bureaux, mais il faut qu'on se positionne sur quelque part un besoin, une niche, et on se dit, il y a des activités qui ne sont pas télétravaillables. Et le lien qui unit un patient à son professionnel de santé, à son médecin, pardon, mais on se dit, c'est pas télétravaillable, donc il faut apporter de meilleures conditions d'accès sur l'offre de la santé, la positionner au plus proche des polarités de santé, donc au plus proche de l'hôpital. Vous savez que l'accessibilité en fait, des cabinets médicaux a été une problématique immobilière donc pour beaucoup de professionnels de santé. On y a répondu, je pense, avec cette offre qui, vue de l'extérieur, on dit qu'on fait du bureau, mais en réalité, on fait plus que ça. Ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'on a regroupé en fait, des spécialités à travers ce projet. On peut parler du centre de périnatalité qui va regrouper des professions de médicaux, de paramédicaux. On peut citer l'ensemble des spécialistes qui se regroupent. Il y a des kinés, il y a des généralistes, des pédiatres. Donc, faire du bureau, c'est notre cœur de métier, mais pas seulement. On se retrouve en fait à pouvoir capter des choses et pouvoir proposer une solution qu'on espère adapter. Alors moi, je vais me tourner vers un jeune homme de 70 ans, pas Thierry Montet, mais l'Office 64. Et c'est vrai qu'à 70 ans, il faut rester jeune et continuer de s'adapter et d'être souple sur les appuis. Donc vous avez notamment des résidences novatrices, vous adaptez avec des résidences intergénérationnelles, avec des résidences adaptées à des formes d'handicap. Comment vous voyez cette évolution de votre métier et comment, concrètement, quels sont les projets qui montrent que vous restez jeune? Alors, les bailleurs sociaux ont toujours produit du logement, peut-être d'un genre différent, à côté de la production de logements que l'on appelle logement familial classique. À l'Office, on a à peu près 10% de notre parc qui est du parc dédié ou à des populations jeunes spécifiques, de type foyer de jeunes travailleurs ou des populations victimes de la grande exclusion. Et on a à peu près 800 places d'EHPAD ou de foyers pour handicapés. Parce qu'on ne peut pas tous rentrer dans la même case.
Ça, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Et notre boulot, c'est vraiment d'observer les territoires, d'observer les besoins sociaux et de faire évoluer notre production pour répondre à cette offre. Sur le sujet du vieillissement, même si à 70 ans, on peut avoir encore la forme, hein, on est sur un territoire qui est assez vieux. Hein, on a 5-6 points de plus de retraités qu'au niveau national. L'enjeu de l'adaptation de la société au vieillissement, c'est un enjeu national. Sur les Pyrénées-Atlantiques, c'est encore plus fort, et encore plus sur le Béarn par rapport au Pays Basque, où on arrive à presque du tiers de la population qui est retraitée, avec une surreprésentation des plus de 75 ans. Donc on a des modèles classiques d'hébergement pour des personnes lourdement dépendantes, hein, de type EHPAD. On a le maintien à domicile qui a ses limites pour des personnes vieillissantes, mais qui ne casse pas l'isolement social. Et donc en lien avec le département des Pyrénées-Atlantiques, qui est quand même chef de file des politiques autonomie et des chefs de file d'action sociale, on a décidé de développer toute une gamme d'habitats que l'on appelle inclusifs, hein, qui permet à des gens en perte d'autonomie d'intégrer du bâti de droit commun. On a créé notre propre marque sur ce sujet. Et votre adaptation, c'est vers les publics, mais aussi votre métier évolue. On l'a vu lors des précédentes conférences. Vous n'êtes plus seulement un bâtisseur qui connaît la pierre, vous devez intégrer aussi des métiers de l'énergie, par exemple. Oui, tout à fait. On aura intégré tout ce qui concerne, j'ai envie de dire, la RSE au sens large, avec la partie durable, hein, la partie thermique, la partie écologique, la partie sociétale. On doit intégrer tous ces éléments dans la conception du projet et dans l'évolution du rôle des bailleurs sociaux. C'est d'être aux côtés des communes dans un rôle d'accompagnement le plus poussé pour trouver des produits équilibrés, raisonnés, raisonnables, qui correspondent à des besoins dans le respect des normes actuelles. Et ça, je pense, c'est une modification où ce lien avec les communes est encore plus fort qu'avant. C'est une parfaite transition, parce que je voulais m'adresser à Thomas Zellner. Le travail des collectivités, lui aussi, il a évolué. Il y a toujours eu des PLU, il y a des PLH, aussi des plans locaux d'habitat, mais vous êtes vraiment proactif, on l'a vu à la lecture du supplément, vous accompagnez les promoteurs pour leur dire bon, c'est quand même mieux de faire des grandes surfaces à Pau, parce qu'on a besoin de familles. Vous l'avez fait avec le col Carrero Bonado, avec Pau Béarn Habitat, avec d'autres, hein, avec des privés. Ça, c'est vraiment un nouveau métier aussi pour les collectivités. Oui, ça évolue. C'est vrai qu'il y a peut-être eu une époque pas si lointaine où les collectivités avaient un peu plus un rôle de censeur, peut-être, ou dans certains coins de France. Là, aujourd'hui, c'est clairement plus tout le cas. On a des grands cadres doctrinaires, effectivement, on a le PLH, on a le PLUI, on a ce type de documents. Et après, c'est ce qu'on appelle l'urbanisme négocié. Et en fait, tout le monde y gagne. Les opérateurs, les promoteurs, les bailleurs, évidemment les habitants ou les clients, nous les collectivités, on doit s'entendre sur un projet commun, globalement une ligne commune. Chacun a un intérêt évidemment différent. Certains font plutôt du business, d'autres plutôt de la politique, mais rien n'est tabou et rien n'est interdit, bien évidemment. Et donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette discussion pour s'entendre sur ce que l'on souhaite pour le territoire. Et en fait, tout le monde y gagne parce que les opérateurs ont des opérations de meilleure qualité, qui se vendent mieux. Et puis nous, ça répond à un projet politique, évidemment, que l'on souhaite développer et tenir. À ce titre-là, c'est vrai que les exemples que vous prenez, et il y en a d'autres, on discute pour essayer d'ajuster selon la typologie des logements que l'on veut, on l'a dit dans d'autres tables rondes précédemment, que l'on souhaite un peu plus grand en cœur de ville. Juste une petite parenthèse, j'aime bien cette analogie, on n'y fait plus attention, mais en fait, quand on parle de ville ou d'urbanisme, on parle de médecine en général. On parle de cœur, on parle d'artère, on parle de circulation, on parle de diagnostic. Tout ça, c'est du vocabulaire médical. Aujourd'hui, nous, on a un programme qui s'appelle Action Cœur de Ville, et dans tout organisme vivant, si le cœur ne va pas bien, globalement, le reste se porte très moyennement bien aussi. Donc c'est pour ça que nous, c'est pas par posture en disant on va tout recentrer sur le cœur de ville, c'est parce que l'attractivité globale de toute l'agglomération passe par un cœur qui est fort, qui est centripète. Sinon, il est centrifuge. C'est de la loi de sciences physiques. Et centrifuge, la ville se dilue et elle perd en qualité et donc en attractivité. Donc nous, on est vraiment là-dessus. Et un centre-ville qui est vivant et qui se porte bien, il n'est pas monofonctionnel que sur le commercial ou que sur le culturel ou que sur l'événementiel. Il est aussi vécu et habité. Et vécu et habité, comme le dit monsieur le maire, effectivement, avec des enfants qui jouent au foot dans les rues. C'est pour ça qu'on est sur les grandes typologies, c'est pour ça qu'on est sur les retours aux familles, et c'est pour ça qu'on est dans la négociation avec les opérateurs. Mais comment ça se passe, cette négociation? Est-ce que vous pouvez leur faire changer d'avis? Ça arrive, ça? Alors,
effectivement, si on tombe sur un mauvais coucheur, j'ai envie de dire, qui s'en tient strictement à la règle que l'on a écrite, qui est le PLUI et le PLH, effectivement, c'est pas forcément si simple. En même temps, je vous disais, tout le monde y a un intérêt. Les opérateurs, ce qu'ils veulent, c'est travailler durablement chez nous. Pas forcément que ce soit dans un climat de tension. Donc, oui, en fait, on travaille entre personnes intelligentes. Donc, on se met autour d'une table, on voit chacun nos contraintes, eux leurs contraintes effectivement de rentabilité. Et en ce moment, être promoteur aujourd'hui est de moins en moins simple. Je leur laisse leur place avec tout ce que l'on sait sur les matériaux, sur les nouvelles règles, sur la RE 2020. C'est loin d'être simple. Donc on compatit avec leurs difficultés. Et donc c'est pour ça qu'on doit se mettre autour de la table. Il faut aussi qu'ils puissent entendre les nôtres et notre projet politique, notre projet même géographique. Et en général, on se met d'accord et on travaille très bien avec tout le monde. Alors Romain, je vais poursuivre la métaphore de Thomas Zellner sur le corps humain. On va passer à la chirurgie. Parce que c'est vrai qu'une des, on va dire la troisième tendance, qui est apparue dans notre dossier, c'est la rénovation. Et là, je vais me tourner vers Hélène Krieger, parce que cette rénovation, elle touche tant les particuliers que les professionnels. Alors, avant toute chose, moi, je voulais avoir une précision. Comment on fait le distinguo entre architecte, architecte d'intérieur, décorateur, juste pour éclairer ma gouverne? Donc, ce sont vraiment trois métiers différents, mais très complémentaires. L'architecte, il va être là pour tout ce qui va être construction, donc construction de maisons, immeubles, voilà, vraiment la construction. L'architecte d'intérieur, nous, on est plus sur vraiment la rénovation intérieure, extension, aménagement de combles, surélévation, mais vraiment sur la partie rénovation, réaménagement des espaces. Et le décorateur, il vient derrière amener la petite touche déco avec des choix de couleurs, des choix de papier peint, du mobilier, les rideaux, tout ce qui fait un petit peu l'habillage de l'intérieur d'une maison, d'un appartement ou d'un local professionnel. Alors tout à l'heure, vous avez commencé à dévoiler un peu la réponse à la question que je vais vous poser maintenant, c'est qu'est-ce que les gens vous demandent concrètement comme opération de chirurgie de leur intérieur, tant les professionnels que les particuliers. Donc vous l'avez vu, dans le dossier, on a vu, ça touche les combles et tout, mais concrètement, ça se passe comment et quelles sont les demandes particulières de cette période? Plus d'espace. On demande beaucoup de plus d'espace intérieur et de se sentir bien chez soi. Donc nous, le but aussi, quand on ne peut pas pousser les murs ou qu'on n'a pas le budget ou la possibilité de faire des extensions. Ça, je vous confirme, quand on habite dans le centre-ville de Pau, par exemple, on ne peut pas pousser les murs. Voilà. Donc du coup, nous, on est là pour, avec le réaménagement des espaces et l'ensemble de tout le travail qu'on va faire avec nos clients, c'est de leur donner une impression de plus de volume et de plus de surface habitable, voilà, sans arriver à pousser les murs. Et là, tout l'intérêt de notre métier d'architecte d'intérieur, de repenser les espaces. Donc c'est votre métier de Gérard Majax. Comment on fait, par exemple, pour donner cette impression d'espace? Tout simplement avec le positionnement des cloisons, l'optimisation des espaces, les placards, des rangements un petit peu cachés, sur un petit peu les ouvertures aussi. Des fois, on peut modifier des ouvertures pour amener plus de lumière. Les matériaux qu'on va utiliser également, qui peuvent refléter aussi de la lumière, des effets de profondeur, voilà, avec aussi les couleurs sur les finitions sur les murs. Parce que Bruno a l'air très intéressé, mais il a un appartement de 400 mètres carrés, donc je ne vois pas pourquoi il vous pose ces questions. Le grand projet de rénovation qui vous concerne, Lobna Louza, c'est peut-être celui du centre Bosquet, qui est en place d'Espagne, à Pau. On parle de la réno dans le supplément, mais on parle du côté particulier, mais aussi chez les promoteurs. Ce centre Bosquet, d'aucuns disent que c'est un diamant. Alors je ne dirais pas jusque-là, hein, mais peut-être que vous pouvez le faire briller un petit peu plus, non ? Alors moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui sur le centre Bosquet, et je vais rejoindre les propos donc, de Thomas Zellner, c'est que le centre Bosquet, c'est un sujet qui contribue au rayonnement du cœur de la ville de Pau. Et donc vous dites, bon, c'est un diamant. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'idée, c'est pas d'être Gérard Majax ou de ripolliniser en fait la façade du centre Bosquet. On est tous d'accord que ça ne va pas suffire. L'idée aujourd'hui, c'est de se dire comment on intervient sur le centre Bosquet. On se dit surtout, il fait partie du centre-ville qu'il faut revitaliser et on va s'appuyer sur des fondamentaux qu'on partage tous aujourd'hui en termes d'études. C'est la sociodémographie en fait, du centre-ville de Pau.
Donc, on l'a tous constaté, la culture, elle est commune, c'est de faire revenir les familles en centre-ville avec une offre de logement qui est adaptée. C'est aussi de capter les jeunes, les publics jeunes. Aujourd'hui, on sait qu'ils transitent beaucoup par le centre-ville. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites sur le centre-ville. On assiste vraiment à une métamorphose sous l'impulsion, effectivement, de la collectivité qui fait effectivement ce travail sur lequel nous, les opérateurs, eh bien, on se raccroche et puis on essaie de contribuer à cette impulsion donnée par la collectivité. Donc la métamorphose, on l'a vu, on s'appuie sur le socio-démographique, on veut être aussi dans la mixité, cette mixité sur laquelle travaille la collectivité, en maintenant en fait l'intergénérationnel. On sait qu'il y a une surreprésentation des populations de plus de 60 ans dans le centre-ville, donc pour les maintenir, il faut répondre à des besoins. On va répondre à des besoins à travers du commerce, et ce commerce, il va être la réponse à un besoin qui est celui de tout public. Mais on ne va pas exclusivement faire du commerce, il faut faire du service et il faut apporter des choses qui sont innovantes. Alors l'innovation, quand on dit le loisir, ça peut sembler pas super innovant, mais nous on considère qu'amener du loisir en centre-ville de Pau, ça a un côté innovant. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà testé la mixité commerce et loisir sur une opération qui n'était pas en ville. C'est sur l'usine Legrand, où on a du commerce, on a des services et on a aussi du loisir, pour ne pas les citer. Donc c'est une activité de trampoline. Dans une restructuration. Donc en fait, Bosquet, c'est la dimension qui change, c'est la localisation qui change. Mais c'est des expériences qu'on a déjà menées. Cette mixité-là, on l'a déjà travaillé sur le Grand. Aujourd'hui, on va juste transposer. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre métier, à chaque fois, on teste quelque chose, on répond à une analyse, à un marché, et à un moment donné, on ajoute une strate en plus, et on teste, et on tente, mais on ne le fait pas au hasard. Et vous avez une idée de quelle activité de loisir vous allez mettre à Bosquet ? Alors, j'ai plus qu'une idée. Je ne vais pas pouvoir développer. Je peux juste vous dire qu'aujourd'hui, il y a un audit assez important qui a été fait sur Bosquet. C'est les études de marché, première phase. Deuxième phase, c'est l'analyse fonctionnelle. Qu'est-ce qui fait qu'un diamant, je vais reprendre quand même, parce que moi je pense que c'est un diamant, je vous dirai très rapidement pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'un diamant se retrouve en déclin comme ça ? C'est quoi les causes fonctionnelles ? Et aujourd'hui, on a analysé tout ça, on a un recul là-dessus, et on va rentrer dans une dimension autre qui va être celle de la restructuration, qui ne sera pas que rénovation, sans minorer ce que peut être une rénovation. L'idée, c'est pas seulement de donner un coup de jeune au centre Bosquet. En étant un peu joueur, vous ne voulez vraiment pas nous dire un indice ? Un escape game, peut-être. Alors, profiter de cette conférence de l'immobilier. Alors, je pense que c'est pas pour jouer ou je vous sens effectivement taquin et je ne céderai pas. Le seul sujet, c'est effectivement de se dire aujourd'hui, Bosquet, c'est un enjeu pour le territoire, c'est un enjeu pour Essor, c'est une superbe référence. Et surtout, ce qu'on veut dire, c'est qu'on a conscience de l'intérêt de l'ensemble des Palois pour ce site. Ça, on en a conscience. On se sent à la hauteur, on est motivé, on est aussi travailleur, on ne fait pas les choses au hasard. Et surtout, ce qu'on voudrait dire, c'est qu'on est mobile, on a d'autres agences, on a des ancrages territoriaux et on va voir ce qui se passe ailleurs. Et là, on se rend compte que quand on a un actif comme Bosquet, il cristallise autour de lui de nombreux atouts. Alors, on va quitter le cœur de Pau. Alors, c'est vrai que nous, en tant que voisins, on regarde évidemment ce qui se passe à Bosquet d'un œil très intéressé. Et je vais me tourner vers Thierry Montet. La rénovation, quand on est dans un secteur où la pression est forte, elle prend tout son sens. Et là, il y a parfois donc des actes chirurgicaux importants à mener. Et quand on ne peut pas pousser les murs, peut-être qu'on peut élever le plafond. On est dans le construire la ville sur la ville, hein, donc effectivement sur la zone très tendue de ce territoire 64 qui est la partie basque, vous imaginez les difficultés de produire du logement en général et du logement social. Donc certains élus courageux font le choix de construire la ville sur la ville et nous avons aujourd'hui plusieurs projets où nous allons démolir des bâtiments de R+1, R+2 pour faire du R+3, du R+4 plus attique et doubler ou tripler les capacités de logement de ces résidences. C'est une façon de développer du logement dans un secteur plus que tendu. C'est presque à l'espagnol. C'est presque à l'espagnol, mais bon, on est à Anglet ou à Hendaye, donc on n'a pas passé la frontière encore. Hein. Thomas Zellner, la rénovation, ça vous concerne un petit peu parce que dans le PLH dont je parlais tout à l'heure, on ne parle pas que de la construction, on parle aussi de la rénovation. Et il y a même
une certaine règle d'équilibre qui a été fixée avec autant de construction que de rénovation. On n'y est pas tout à fait. Hein. Non, tout à fait. On a fixé dans le PLH pour les 6 années, donc qui finissent fin 2024, une règle de 1 pour 1. On est censé faire 750 logements neufs tous les ans et en réhabiliter autant. En réalité, effectivement, sur la réhabilitation, on n'y est pas exactement et sur le neuf, on fait beaucoup trop. Je le dis clairement, le PLH, donc c'est bien un document communautaire hein, pour les 31 communes. Pourquoi on construit trop? Par effet de réattractivité, on l'a dit plusieurs fois, par effet de report, je l'ai dit tout à l'heure, et puis aussi, quand même, parce qu'il y a encore pas mal de terrains qui sont ouverts à l'urbanisation, qui sont, quand on parle du Pays Basque, c'est le jour et la nuit, qui ne sont pas très chers. Donc aujourd'hui, c'est encore relativement facile pour des opérateurs de faire des opérations. Et quand on cumule tous ces aspects de report, d'attractivité et de terrain assez accessible, en fait, il est quand même plus facile, il faut bien le dire, hein, en termes techniques, de faire du neuf que de faire de la réno. La réno, aujourd'hui, ça veut dire travailler dans un tissu urbain qui est constitué, avec des petites rues, c'est pas très accessible pour les entreprises. Aller y mettre une grue, c'est pas simple. Et en plus, on a, nous, à Pau, un secteur sauvegardé qui fait qu'il y a un certain nombre de règles à respecter, avec l'architecte des bâtiments de France qui doit absolument tout voir. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide de construire à l'extérieur. Donc aujourd'hui, nous, notre rôle, clairement, je crois que c'est dit dans le supplément, là-dessus, c'est vraiment mon dada, donc j'insisterai, on va refaire de la vraie régulation. De la régulation que la collectivité doit porter et doit assumer, parce que l'extension urbaine, elle coûte à tout le monde, et on en parlait tout à l'heure avec les 2 € le litre, elle coûte d'abord et surtout aux ménages, donc ce n'est pas le coût immédiat qui doit remplacer le coût global sur les 20 ans ou les 25 ans d'occupation d'un logement, où là, pour le coup, la tendance s'inversera. Il y a aussi un petit risque avec cette surproduction que vous évoquez, c'est qu'il y aura des cellules vides. En plus, effectivement, vous avez raison, c'est que dans un territoire qui démographiquement est en très forte hausse, la donne serait peut-être différente. Nous, effectivement, on l'a dit, on retrouve une attractivité, on est globalement stable ou très légèrement en croissance, ça nous va, on va continuer bien évidemment les efforts, mais ce qui veut dire que le taux de délaissement, c'est-à-dire quand j'ouvre un logement neuf, quelle est la part de logement ancien qui reste vide en contrepartie, nous, notre taux de délaissement est quand même trop haut. Donc effectivement, quand on fait un certain nombre de logements neufs, il y a quasiment un quart, l'équivalent d'un quart des logements neufs que l'on sort tous les ans, qui deviennent structurellement, donc durablement vacants. Et ça, pour nous, c'est extrêmement problématique. Et en plus, durablement vacants, notamment en cœur de ville. Et je vous disais tout à l'heure, si le cœur ne va pas bien, le reste de l'organisme ne se porte pas très bien non plus. Donc nous, ça, c'est un vrai gros point de vigilance. Donc de la régulation, on veut travailler avec tout le monde, on veut évidemment que les gens trouvent les produits dans leur grande diversité, les produits qu'ils cherchent, mais pour autant en y allant de manière un peu mesurée et humble. On va passer à la 4e tendance que l'on a vue, c'est les nouveaux modes de commercialisation. Thierry Mondé, alors, le bail réel solidaire, l'achat progressif, expliquez-nous un peu comment ça c'est en train d'évoluer. Dans l'accession sociale, jusqu'à présent, on faisait ce qu'on appelait du PSLA, c'est-à-dire qu'on pouvait être locataire de 6 mois à 2 ans du bien et ensuite on l'achetait. On gardait le bien pendant 10 ans et ensuite on pouvait le revendre en faisant des plus-values sur la partie basque absolument gigantesques. On a vendu des pavillons il y a 11 ans exactement à 210 000 € qui se revendent actuellement à 600 000 € sur Anglette. Là, le législateur a été extrêmement, pendant de nombreuses années, donc réaction des pouvoirs publics, mise en place du bail réel solidaire qui permet de dissocier alors les droits réels finalement c'est le fait d'occuper le bâti et vous n'êtes pas propriétaire du sol, c'est l'office qui restera propriétaire du sol au travers de son organisme foncier solidaire et vous allez payer une redevance à l'office pour l'exploitation du sol, qui est en général d'1 € à 1,50 € le mètre carré. Aujourd'hui, cet outil est en train d'exploser et de se développer. Sur la partie basque, on ne fait plus que ça et on commence à en faire en Béarn, puisque dans nos orientations de production, jusqu'à présent, on faisait 300 locatifs sociaux et 50 accessions, version ancienne. Aujourd'hui, par rapport à la demande des élus, on est à 200 locatifs sociaux et 150 accessions en bail réel solidaire. Et les gens, comme l'a indiqué l'autre jour notre collègue du COL, adhèrent complètement à ce dispositif, à ce montage, même s'ils ne sont pas propriétaires de la terre et du foncier.
Oui, il y a plusieurs dispositifs qu'on a vus effectivement avec le col l'autre jour. Lubna Louza, il y a un des dispositifs, c'est une des solutions pour devenir propriétaire, c'est l'habitat partagé. Et ça vous parle un petit peu, chez Essor? Alors, ce n'est pas tout à fait une solution pour devenir propriétaire, mais par contre, on développe des solutions d'habitat partagé. Et la solution d'habitat partagé, normalement, naturellement, j'ai presque envie de dire qu'elle appartient à mon collègue. Nous, elle se positionne sur un créneau très particulier. Je pense qu'il est important aujourd'hui de faire entendre qu'on fait des bureaux, on fait des commerces, mais on travaille aussi en centre-ville, au-delà de Bosquet. Il y a des opérations qui ont été faites par Essor en restructuration, en rénovation, en réhabilitation, et on les fait dans une vision qui est une vision de réponse à une conjoncture, à un contexte, pénurie de matériaux, urgence climatique. Donc il y a des sujets aujourd'hui qui ne peuvent pas laisser indifférents et dont on se saisit. Donc on s'en saisit, et contribuer au dynamisme du centre-ville à travers ces opérations-là, c'est quelque chose qu'on fait. Qu'est-ce que c'est chez nous et quelle forme ça prend? Alors c'est du co-living, pardon pour l'anglicisme. Co-living, c'est de la colocation. C'est une colocation particulière puisqu'elle est affinitaire. Une colocation dans laquelle on va partager des espaces communs. Donc on choisit, puisqu'on partage des espaces communs, on choisit les gens qui rentrent dans la colocation. C'est le côté affinitaire. Là-dessus, Erasmus, quoi, finalement. C'est un peu l'auberge espagnole, vous avez raison. C'est un peu ça. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, dans ce que nous faisons et dans la façon dont nous le faisons, nous portons une attention particulière à nos utilisateurs. Et là, l'attention qui est portée, c'est de dire, il faut quelqu'un, en fait, il faut quand même un garde-fou, il faut quelqu'un qui va gérer un petit peu cette colocation. Et encore une fois, un anglicisme, un community builder, quelqu'un qui va être sur place pour animer et gérer. Et le concept, il est articulé autour du partage, de la convivialité. Il s'adresse essentiellement à des jeunes actifs et des étudiants. Et surtout, il se développe aujourd'hui dans une logique de réhabilitation et essentiellement en ville. Et si on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que si vous avez un co-liver qui intègre un co-living Essor, il va prendre l'habitude en fait de vivre en ville et il va pouvoir ensuite éventuellement être primo-accédant sur des programmes qui ont été développés en partenariat avec les bailleurs sociaux et sous l'impulsion de la collectivité. Voilà, on essaie de boucler des boucles, alors peut-être qu'elles sont juste intellectuelles, mais on essaie en fait de les rendre concrètes. C'est magique, ça ressemblait à une conclusion, mais on n'y est pas tout à fait. Voilà. Oui, Hélène Krieger, vous voyez dans vos métiers aussi d'architecte d'intérieur l'habitat partagé émerger ou pas encore? Oui, on a régulièrement des demandes de réménagement d'appartements ou de maisons pour de la colocation. Donc la réflexion n'est pas du tout la même que pour une famille, d'autant qu'il faut souvent une chambre avec sa salle de bain ou deux chambres pour une salle de bain. Donc on a régulièrement, effectivement, ces derniers temps, ce genre de demande, oui. Donc, je te laisse conclure. Laisse conclure. Ça y est, on arrive à la conclusion, c'était finalement imminent. Le marché a changé, on l'a vu au terme de ces 3 tables rondes. La façon d'habiter a changé, la façon de travailler aussi. Comment vous le voyez, tous les 4, l'évolution de nos vies d'acquéreurs, d'acheteurs, de locataires? Comment ça va évoluer? On va peut-être commencer avec vous, Hélène Krieger, parce que vous modulez tous nos espaces tout le temps. L'évolution, je pense que nous, on a un bel avenir encore dans notre métier parce qu'effectivement, le centre-ville, il y a beaucoup de choses encore à rénover. Nous, notre métier, c'est vraiment la rénovation, l'ancien. On met beaucoup de cœur à cette tâche. Donc voilà, nous, le métier, pour nous, il a encore beaucoup d'avenir et d'évolution. Lubna Louza. Je pense que l'avenir de nos métiers, qui sont des métiers en fait qui sont toujours en évolution, je pense que l'avenir, c'est en fait d'ouvrir encore plus, d'ouvrir vers des spécialités. On travaille déjà avec des écologues sur certains projets, mais l'ingénierie écologique va prendre encore plus de place, et c'est très bien. On va aussi incrémenter avec de l'architecture santé. Il y a des collaborations qui sont en cours. On va apporter, au-delà de tenir compte de la donnée macroéconomique, qui est le contexte en fait, dans lequel nous travaillons tous, au-delà de ça, on va continuer en fait, d'ouvrir des partenariats, d'ouvrir le champ des possibles avec des différents intervenants. Et je pense qu'il y a un vrai renouvellement en fait, dans nos métiers. Et c'est ce qui en fait le côté excitant et passionnant. Thierry Mondet.
Alors, on est dans des sociétés du sur-mesure, donc nous, moi, je crois qu'en tant que bailleur social, on va poursuivre ce développement de produits qui colleront le plus possible aux besoins actuels de la société, des évolutions, des modes de vie. Donc ça, j'y crois très fort. Je crois très fort aussi au partenariat entre les promoteurs privés et les bailleurs sociaux pour construire de véritables parcours résidentiels, et je rejoins complètement ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais je crois aussi que le contexte, en tout cas sur la zone tendue, qui presque me traumatise actuellement, il fait que notre production, elle est mise en danger sur cette partie du département des Pyrénées-Atlantiques, parce que, on l'a parlé, l'explosion des coûts de production, la rareté du foncier. Donc on a vraiment besoin d'un soutien très fort des politiques publiques. Dans tous les cas, il y a une réelle prise de conscience de nos différents interlocuteurs politiques. Et enfin, justement, Thomas Zellner. Oui, je pense que l'avenir, on a commencé à le dessiner. Alors, on habite différemment, on circule différemment, on travaille différemment. Je serai un peu plus mesuré. On est en train peut-être de voir un début de changement. Les habitudes, on la vie dure quand même. Et puis juste entre parenthèses, le télétravail, ça veut dire aussi qu'on a le droit d'habiter beaucoup plus loin et de prendre sa voiture beaucoup plus souvent. Donc c'est pas forcément que positif non plus, mais on pourra en parler à un autre moment. Je pense que l'avenir, il vient d'être bien décrit, il est hyper collaboratif entre les partenaires, les bailleurs, les opérateurs, les maîtres d'œuvre, les entreprises, les collectivités que nous sommes, bien évidemment les élus que nous représentons, et puis avec les citoyens. Il y a de plus en plus de participation citoyenne. On a parlé dans d'autres tables rondes d'habitat participatif, où en fait les futurs habitants presque dessinent avec leur architecte leur propre habitat, se cooptent, se choisissent entre voisins. Je pense que l'avenir, il est aussi là dans la fabrique de la ville. C'est travailler ensemble dans les sphères professionnelles, mais aussi ensemble avec les citoyens, et puis nos voisins et les gens que l'on côtoie tous les jours. Merci beaucoup, en tout cas à tous les quatre, merci à tous les deux pour ce co-living journalistique de premier plan. Merci en tout cas pour le dynamisme que vous avez apporté et pour les convictions que vous avez partagées avec l'ensemble de ceux qui nous ont suivis, à la fois en public ou bien à distance. C'est ainsi que se clôture cette semaine consacrée à l'immobilier. Merci encore une fois à tous les partenaires rassemblés par Sud-Est Publicité. Rendez-vous très prochainement pour continuer finalement à parler de ce sujet si important puisqu'il fait partie de notre quotidien. Bon retour chez vous, avant que vous soyez déjà tranquillement sur votre canapé ou devant votre écran d'ordinateur sur le bureau pour suivre ces conférences de l'immobilier en se demandant maintenant, mais que vais-je bien faire chez moi? À plus tard.